Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et aujourd'hui je reçois à mon micro David Nicolas qui a créé le podcast Limitless Project. Nous sommes connus par le biais du podcasting avec David. Je suis intervenue sur son podcast il y a quelques temps en arrière, maintenant un peu plus de 2 ans même pour être précis. Et on est resté en contact parce que j'apprécie beaucoup son travail. J'apprécie beaucoup son partage et j'apprécie beaucoup aussi tout ce qu'il expérimente et tout ce qu'il implémente dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le reçoa parce que David il a eu aussi une expérience un peu négative, on va dire, vis-à-vis de son sommeil il y a quelques années en arrière et il a mis en place pas mal de choses. Son sommeil a considérablement changé et j'avais très envie qu'il puisse vous partager justement cette expérience de changement dans la relation à son sommeil, mais aussi d'un point de vue un petit peu plus global, qu'il puisse vous partager comment on peut finalement implémenter de nouvelles choses, que ce soit en lien avec le sommeil ou pas, mais du coup ça va servir notre propos sur le sommeil bien sûr, comment on peut implémenter de nouvelles choses, comment on peut trouver des sources de motivation, comment on peut prioriser des choses, trouver du temps dans sa vie, parce que David est entrepreneur, et dans cette vie d'entrepreneur, eh bien, il a eu besoin de prioriser beaucoup de choses, de repenser beaucoup de choses, et son parcours est à ce titre très 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 inspirant. Donc je n'en dis pas plus, je lui laisse la parole et je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Aurélie, merci pour ton invitation, honoré d'être là. Je suis vraiment ravie aussi de te recevoir sur le podcast. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. On avait fait un épisode ensemble par le passé, mais du coup c'était sur ton podcast où on avait parlé du sommeil. Mais justement, je vais te laisser peut-être te présenter juste en quelques mots, puisqu'on s'est connus par le biais de ton podcast, mais tu fais plein d'autres choses aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Et puis ensuite on démarrera dans le vif du sujet pour parler du sommeil au travers ton expérience, ton témoignage, et puis on s'est fait un petit programme sympa là tous les deux. Avec plaisir. Eh bien, écoute, comme tu l'as dit, j'anime le podcast Limitless Project, sur lequel j'ai eu le bonheur de te recevoir pour parler de sommeil. Un épisode qui fait référence d'ailleurs sur le sujet, malgré le fait que ce fut l'un des premiers. En parallèle de quoi je suis entrepreneur depuis toujours, en fait, j'ai envie de dire, même si mon parcours a été fait de haut, de bas, et puis de divers formes d'entrepreneuriat un petit peu différentes. Je me considère comme athlète du dimanche. J'aime beaucoup bouger, explorer les limites physiques et mentales de mon corps. Et puis, j'ai le bonheur d'être papa d'une petite fille, bientôt d'une deuxième, qui me rend immensément heureux et en même temps qui a l'intérêt de challenger régulièrement mes routines et l'organisation de mes journées. Tu m'étonnes. Eh ben écoute, on va prendre ce mot de routine pour démarrer. Pourquoi ? Parce que je sais qu'effectivement, David, tu fais plein de choses, tu te lances plein de challenges, et puis des choses qui sortent un petit peu de la norme, entre guillemets. On est peu à faire les explorations que tu peux faire, même en montagne, et puis les challenges que tu te lances d'un point de vue sportif. Et en plus de ça, comme tu le disais, tu es entrepreneur, tes journées, elles sont bien chargées. Avec la casquette de papa, on n'en parle même pas. Moi, ce que j'aimerais bien que tu puisses nous partager pour démarrer, c'est quelle est ta relation aujourd'hui au sommeil? Quelle place tu laisses au sommeil dans ta vie, dans ton quotidien? Et quelle routine tu as mis en place pour que ton sommeil puisse être un des piliers fondamentaux de ta santé et justement ton carburant pour que chaque jour tu puisses mener à bien tes projets? Alors, écoute, aujourd'hui, j'ai une belle relation avec mon sommeil. C'est-à-dire que mon lit est mon ami. Je suis content d'aller me coucher, de passer une bonne nuit de sommeil, de me réveiller le lendemain. Mais ça n'a clairement pas toujours été le cas. J'y reviendrai après. Mais comme tu l'as dit, j'ai peut-être un côté un peu hyperactif. Je fais beaucoup de choses. Je suis entrepreneur, j'ai le podcast, j'ai ma famille, j'ai envie d'être un père présent. J'ai aussi mon hygiène personnelle et les challenges, les défis que j'ai envie de relever qui me demandent parfois beaucoup d'entraînement. Donc, pour réussir à concilier tout ça, je suis obligé en fait d'apporter une attention prioritaire à ma récupération, à mon sommeil, à la qualité de mon énergie. Et donc, j'ai mis en place tout un tas de
de routine. En fait, je pourrais dire que mon sommeil est ma routine principale, la chose la plus importante. Tu vois, si je vais faire une pyramide des choses les plus importantes pour exprimer pleinement mon potentiel, le sommeil serait vraiment à la base de cette pyramide. Mais pour réussir à le soigner, en fait, je suis obligé d'optimiser tout le reste. Tu vois, c'est à la base de tout, et en même temps, c'est le tout qui me permet en tout cas moi d'avoir un bon sommeil. Ouais, j'adore parce que moi je dis souvent que le sommeil justement il se prépare depuis le matin au réveil. Quand on pose le pied par terre, on est déjà en train de préparer la nuit qui suit. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis là, que tu illustres, que finalement tu as organisé les choses autour de ça. Complètement. D'ailleurs, quand je me réveille le matin, l'une des premières choses que je fais, c'est aller marcher dehors, regarder, m'exposer au lever du soleil pour synchroniser mon noyau suprachiasmatique, mes rythmes circadiens. Tu sais, c'est pas toi que je vais l'apprendre, que c'est un petit peu le maître horloger du corps, qu'ensuite ça permet aussi à tous les organes de se synchroniser dans une forme de symphonie qui va se jouer tout au long de la journée, qui permet bien évidemment de mieux dormir le soir, mais aussi d'avoir plus d'énergie le matin, tu vois, parce que tu as cette montée de cortisol dans les heures qui suivent le réveil, qui permettent de doper un petit peu la vigilance, la concentration. Donc clairement, ça c'est un point fondamental. De la même façon, j'aime bien démarrer mes journées avec de la mobilité, bouger mon corps, me reconnecter à mes articulations. Tu vois, avoir cette sensation, c'est vraiment habiter le véhicule avec lequel je vais traverser ma journée, tu vois. Quand tu sors du lit, parfois, tu as le cerveau un petit peu embrumé. Et je trouve que ce moment, même seulement 5 minutes, 3 minutes, selon le temps que j'ai à disposition, me permet vraiment de m'ancrer dans le moment présent, me réveiller, me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Donc ça c'est des choses qui sont importantes. Je postpose en général le café. Je prends mon premier café peut-être 2 heures après m'être réveillé, justement pour bénéficier de cette montée du cortisol qui m'offre déjà un état de vigilance accru et qui me permet d'être pleinement focus sur ce que je veux faire. J'aime bien avoir un petit temps de lecture et aussi de partage avec ma fille avant de démarrer. Je trouve que les premières... Moi, j'aime bien me lever tôt. Et je trouve que les premières heures du matin, avant que la journée réellement de travail à proprement parler commence, sont vraiment importantes pour soi-même. C'est vraiment, tu vois, rattraper du temps le soir, j'ai toujours trouvé que c'était difficile. Par contre, préserver des choses qui sont importantes pour toi, que ce soit pour ton hygiène personnelle, par le fait de s'exposer au soleil, la mobilité, etc., ou que ce soit par rapport à ce qui te rend heureux, à ce qui te permet de vivre pleinement ta vie, je trouve que c'est vraiment un bon moment pour le faire. Donc je me réveille naturellement, sans réveil, vers 6h, 5h30, 6h du matin. Et ça me permet justement d'avoir ce temps de mise en route, ce temps de partage avec ma famille. Et quand je commence à travailler vers 8h du matin, j'ai déjà une forme de satisfaction, tu vois. Je me sens déjà bien, mon corps est bien éveillé, je me suis chargé d'ocytocine, j'ai l'impression d'avoir répondu, entre guillemets, à mon devoir de père, de mari aussi. Et donc, je me sens vraiment dans de bonnes dispositions pour démarrer ma journée de travail. Et j'ai beaucoup travaillé à organiser mon travail de telle sorte à optimiser ma performance, ma productivité, notamment en m'apercevant que j'ai une concentration qui est vraiment beaucoup plus importante le matin que l'après-midi. C'est vraiment un moment où je peux rentrer dans des phases de deep work. Tu vois, je mets ma casquette, je mets des écouteurs, je rentre dans ma bulle et je me mets en mode machine. Et longtemps, j'ai gâché un petit peu cette énergie en traitant des choses urgentes, en regardant des mails, en répondant à des sollicitations, aux gens qui me parlent sur Skype. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps sollicité, tu as tout le temps des problèmes à régler. Et donc, je passais ma matinée à ça. Et l'après-midi, tu as déjà une fatigue mentale, etc. Et donc, il me restait que des moments, on va dire, d'énergie un petit peu moins qualitative pour faire les choses qui étaient vraiment importantes dans mon business, les choses qui allaient vraiment faire avancer ma vie et mes objectifs. Et donc, j'ai pris la décision d'inverser ça. Le matin, je regarde pas mon téléphone, je regarde pas WhatsApp, je regarde pas mes mails, je regarde pas Skype. Je me concentre sur les choses qui sont réellement importantes, que j'ai planifiées, celles qui vont vraiment faire avancer, qui ont un côté evergreen, tu vois, où je sais que mon énergie, elle va permettre d'apporter des intérêts composés qui vont s'étendre sur le long terme et qui vont vraiment avoir un impact important dans ma vie, dans mon travail, et dont je pourrais me dire le soir, ok, je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai produit. Parce que sinon, si tu es tout le temps en train de réagir aux urgences,
en fait, tu peux te retrouver en fin de journée, avoir fait plein de choses, la tête comme un compteur, et pour autant, tu as la sensation d'avoir rien fait d'important, d'avoir avancé sur rien, tu vois, dans ta vie. Et donc, c'est en plus de gâcher un petit peu ton énergie, je trouve que c'est délétère en termes de satisfaction de soi-même. C'est important de finir ses journées et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait ceci, de pouvoir en parler avec ta femme, par exemple. J'en parle avec ma femme. Et avant, je me souviens, parfois, elle me demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et je lui dis plein de choses, je suis épuisé. Mais quoi précisément? Je m'en souviens plus, quoi. Tandis que là, je suis capable de lui dire, ok, j'ai bossé là-dessus, j'ai avancé là-dessus et je suis fier de moi. Tu m'as parlé de justement pas subir, c'est-à-dire que dans le fonctionnement que tu pouvais avoir par le passé, finalement, tu subissais le matin parce que ce sont des choses qui sont peut-être moins agréables et qui sont pas constructives pour toi, mais l'après-midi, tu subissais aussi parce que tu essayais de mettre le peu d'énergie que tu avais, de rattraper au profit de quelque chose qui pour le coup était important, mais tu subissais physiquement là pour le coup, alors que là, juste en switchant, en inversant, tu subis plus, t'es vraiment acteur et tu embrasses en fait tes projets. Complètement. Et puis, il y a quelque chose, tu vois, en termes de productivité qui s'est vraiment passé en adoptant cette organisation. C'est que moi, je trouve que de la contrainte naît l'innovation. Donc, pour moi, au début, le fait de regarder mes mails qu'une seule fois par jour en début d'après-midi, c'était une contrainte. J'étais accro à mes mails. Je les regardais dès le matin sur mon application mail. Pendant ma journée, j'étais en train de travailler, je faisais des allers-retours sans cesse, alors qu'on sait que le cerveau est vraiment pas bon pour le multitasking. Donc, il faut beaucoup de temps pour se remobiliser, se reconcentrer après avoir été distrait par une action tierce. Et donc, en réalité, aujourd'hui, avec 1 heure et demie en début d'après-midi, je suis capable de traiter toutes ces sollicitations qui avant me bouffaient toute ma matinée. Donc, j'ai vraiment réduit de façon drastique le temps nécessaire à la réalisation de cette action, tout en me permettant d'être plus efficace sur les choses qui étaient vraiment importantes. Et ça, c'est vraiment un point fondamental parce que moi, j'ai toujours eu la sensation de courir après le temps. Je suis quelqu'un de très curieux, comme on l'a dit, un petit peu hyperactif, et j'avais toujours la sensation de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Et je me suis construit avec l'idée qu'un entrepreneur, il devait travailler 80 heures par semaine, que plus je travaillais, plus j'allais atteindre mes objectifs, etc. Et j'ai vraiment pris conscience que c'était une mauvaise façon de voir les choses, que c'était la meilleure façon de m'épuiser et que ce qui valait vraiment, c'était l'impact et la conscience que j'étais capable de mettre dans les moments où je travaille. Et donc là, tu vois, le matin, j'ai 4-5 heures à chaque fois où je suis réellement pleinement concentré, où j'ai vraiment accès à toutes mes ressources mentales. Tu vois, je sens cette énergie en moi. Je suis vraiment bien aligné. J'ai l'impression d'avancer, de faire des choses utiles. Et j'ai tout mon petit environnement qui est bien optimisé pour ça, mes petites routines du matin qui me permettent de me mettre dans ce mindset, qui crée une forme d'ancrage aussi. Et je vois l'impact que j'ai sur ces 5 heures qui est plus important que celui que j'avais avant en travaillant 9 heures ou 10 heures par jour. Donc vraiment la compréhension du fait que le temps travaillé n'était pas forcément corrélé avec la qualité du travail ou avec l'impact de mon travail, que le fait d'être tout le temps dans la réaction ou dans l'urgence me fatigue et me crée une charge mentale qui m'empêche d'avoir la clarté suffisante pour répondre correctement aux sollicitations, aux problèmes que j'ai à gérer, à la créativité que je dois développer dans mon activité. C'est quelque chose qui a mis du temps parce qu'au début, je me culpabilisais en me disant tu travailles moins, tu passes du temps à méditer, à faire du sport, etc. Tu devrais passer ce temps-là à travailler. Tu passes du temps peut-être à rien faire, à passer du temps avec ta fille. Au début, ça a créé des résistances chez moi parce que je m'étais construit avec cette image de il faut toujours travailler plus. Mais petit à petit, j'ai avancé sur ce chemin et le fait de m'apercevoir par des métriques concrètes qu'en réalité, même si je travaillais moins, je travaillais mieux et qu'en réalité, j'avançais sur tous mes objectifs, m'a petit à petit apaisé dans cette voie. Et aujourd'hui, je compte plus mon temps de travail. Avant, j'avais un emploi du temps. Chaque ligne était hyper bien cadrée. Chaque personne, même les personnes que j'aime, avaient leur case dans mon emploi du temps et pouvaient pas en sortir. Tu vois, j'étais militaire. Je suis hyper discipliné. Moi, je suis toujours assez discipliné, mais et donc vraiment cette organisation militaire. Aujourd'hui, je calcule plus tout ça. Simplement, j'ai organisé ma journée de telle sorte à donner le meilleur de moi-même à chaque moment
et à chaque moment de cette chronobiologie aussi, parce que Mais c'est ça. Mais c'est lié justement. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça me faisait vraiment beaucoup penser au livre notamment du docteur Breus sur Caen, qui parle des chronotypes et comment on peut organiser sa journée, mais comment aussi, pour revenir à notre thématique du sommeil, quelle plage de sommeil on va choisir, plutôt du matin, plutôt du soir, pour justement ensuite qu'en journée, on puisse profiter aussi de ces pics on va dire d'éveil le plus marqué possible. Et du coup, toi, tu nous dis là que c'est vraiment plus le matin. Pour d'autres personnes, ça va plutôt être l'après-midi ou en fin de soirée. On est tous un peu différents par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, ça me faisait beaucoup penser justement à cette notion de chronotype et où parfois on vient se forcer à se coucher plus tôt, peut-être parce que son partenaire se couche tôt, ou justement tard, on lutte, et puis finalement on s'écoute pas, le lendemain matin on n'est pas bien parce qu'on n'a pas été sur sa plage, et finalement là le parallèle il se fait complètement entre ce que tu nous dis pour ta journée et ce qui se passe aussi pour la nuit. Et j'aime beaucoup aussi cette analyse que tu as faite sur toi et la façon dont tu as orienté les choses, parce que ça peut s'adapter à tous les domaines, c'est-à-dire que souvent on veut déjà absolument tout maîtriser, mais sans se poser la question du bon moment. Et c'est vraiment ce que tu mets en lumière là, et c'est super intéressant. Et aussi le fait d'en faire beaucoup vaut mieux que tout le reste. Or, et là ce que tu nous dis, c'est exactement ça. L'idée, c'est pas d'en faire toujours plus, c'est de faire les choses au bon moment et qu'il puisse y avoir une alternance entre les temps de repos et les temps d'activité. Et c'est vrai que ça, d'un point de vue physiologique, quand on passe du sympathique au parasympathique, donc de l'action au moment plus repos, eh bien, cette balance-là, quand on arrive à la faire, en tout cas qu'on l'entretient, il y a plein de choses qui se passent. Alors que quand on reste coincé dans l'action, à un moment donné, on n'arrive presque plus à basculer dans le côté repos. Complètement, non mais t'as tout à fait raison. Alors déjà, tu vois, tu parlais de cette analyse. T'as raison de parler d'analyse parce que ça a été un chemin. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Petit à petit, j'ai testé des choses sur moi. J'ai testé des routines du matin, etc. J'ai testé plein de choses. Tu vois, par exemple, maintenant je fais du jeûne intermittent. Je trouve que ça me va super bien. J'aime l'énergie que ça me donne. J'aime le fait de pas me sentir lourd et en train de digérer le matin. Voilà, mais tout ça en fait, c'est d'exploration. On en revient à cette notion de, ok. J'entends quelque chose sur un podcast, je me dis tiens, ça me parle. Je teste, je l'implémente dans mon quotidien, et puis après un mois, je fais le bilan et puis je vois ce que je garde et ce que je jette. Il faut, tu vois, on a parfois tendance à tomber dans le dogme, à lire un livre et se dire putain, il a tout à fait raison. Je trouve que ses habitudes de vie, elles ont l'air géniales. J'ai envie de faire la même chose et se forcer à suivre ça coûte que coûte, alors que ça nous convient absolument pas. Il y a peut-être certains petits éléments qui nous conviennent nous, mais seulement certains. Et donc on est chacun individuel, on a chacun nos spécificités génétiques, etc. Et puis même en termes de sollicitation de l'environnement. Et donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ce mindset de l'explorateur, comme j'aime l'appeler, où tu testes des choses et puis après tu observes, faire des petits bilans avec soi-même, des petites révisions journalières, hebdomadaires, mensuelles sur comment s'est passée ma semaine, dans quoi est-ce que j'ai dépensé mon énergie, comment est-ce que je me suis senti. Tu vois, moi avant, je me sentais tout le temps fatigué mentalement, et une forme de brouillard mental parce que je faisais trop de choses, quoi, vraiment. Et je te disais que le sommeil aujourd'hui, c'était la base de ma pyramide parce que j'ai compris que c'est ça qui me donnait l'énergie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais de la même façon, ma clarté mentale en tant que chef d'entreprise, c'est fondamental. C'est ça qui me permet de prendre de bonnes décisions, d'avoir une vision éclairée de l'avenir de mon entreprise et puis même déployer ma créativité, etc. Et je reviens sur cette alternance un peu du yin et du yang, du être et du faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans la mesure où je remarque que si, dans ma journée, je ne laisse pas des moments de récréation à mon cerveau. Quand je parle de récréation, c'est pas des moments en train de méditer, en train de respirer, en train de faire quelque chose. Je parle vraiment des moments de récréation. C'est-à-dire, je suis en train de marcher dans la rue, je suis pas en train d'écouter un podcast, de la musique ou quoi que ce soit, je marche simplement, ou alors je m'assieds sur le canapé, je regarde le lac, ou peut-être pendant que je joue avec ma fille, je trouve que c'est des moments de récréation aussi pour mon cerveau. Ces moments-là, ou même le matin, tu vois, parfois je me réveille, donc je te dis, normalement je me réveille entre 5h30 et 6h. Si je me réveille à 5h30, mes routines, elles commencent plutôt vers 6h. Donc je me dis,
je suis plutôt large en termes de temps. Je vais peut-être rester 15 minutes dans le lit à rêvasser un petit peu. À ces moments-là, ils sont hyper utiles à mon cerveau pour faire des liens entre différentes choses, La créativité. pour élaguer tous les souvenirs, toutes les choses qui sont pas utiles. De l'autre côté, faire le tri entre... J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de s'organiser. Il fait le tri d'un côté, il supprime des choses, il bouge des trucs d'un tiroir à un autre tiroir, il fait des liens entre plusieurs concepts, il se souvient de choses qu'il était censé faire, il développe de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et c'est vraiment un temps de récréation qui est pas du temps perdu, qui est vraiment utile, je trouve, dans tous les pans de ma vie, tu vois, dans la qualité de mon travail à tout niveau, mais qui est aussi un besoin fondamental, tu vois, vital. C'est-à-dire que si je le fais pas, il va choisir le seul moment où je laisse libre pour le faire. C'est-à-dire au moment où je me couche dans mon lit. Et donc là, même si je suis crevé, là, j'arrive pas à dormir, il pense à plein de choses, et le fait de penser à plein de choses, ça me fait repenser à plein d'autres choses, et là, c'est un cercle vicieux, et c'est foutu. Et je te disais que ce rapport au sommeil que j'ai aujourd'hui, où quand je me couche, je suis content d'aller me coucher, et vraiment, je suis content, tu vois, je suis enthousiaste, je me dis, oh, chouette, je vais aller dans mon lit, je vais passer une belle nuit, vraiment, ça me fait du bien, tu vois, je suis content, comme un bon repas. Ben ça, c'est une nouveauté. Pendant 10 ans de ma vie, j'avais peur d'aller me coucher, je détestais ça, parce que je passais 2 heures à regarder le plafond, à tourner en vase clos, à avoir plein d'idées, à me dire, à chercher le bouton off de mon cerveau en me disant, il n'existe pas, mais il me fatigue. Moi, j'ai besoin de dormir, j'en ai marre, tu vois. Et bon, j'ai eu des addictions à certaines drogues, à l'alcool, et je pense que c'est aussi lié, tu vois. Je me disais, je cherchais une façon de m'anesthésier un petit peu, parce que j'arrivais pas à fonctionner avec moi-même, à gérer mes émotions, à gérer le flot incessant de mes idées. Et probablement que, je dis pas que c'est la seule, il y a d'autres choses dont on peut parler aussi dans mes journées qui ont vraiment contribué à l'amélioration de mon sommeil. Mais l'une des choses, c'est que je laissais pas assez de temps à mon cerveau pour récupérer, pour respirer, pour prendre du temps pour lui et pour faire des connexions, etc. élaguer, voilà. Donc ça vraiment, ça a été un truc très important pour moi. Mais oui, j'imagine. Et est-ce que justement, lors de cette transition, tu t'es dit, je dois travailler sur mon sommeil et donc je vais mettre des choses en place, ou finalement, est-ce que ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau? C'est-à-dire que de par ton exploration, le chemin sur lequel tu es depuis pas mal d'années maintenant, a fait que tu as mis des choses en place et que petit à petit ça s'est répercuté sur ton sommeil. Tu vois, c'était quoi la porte d'entrée pour toi? Est-ce que tu t'es dit, je vais mettre une routine le soir et puis comme ça va jouer sur mon sommeil? Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Et en même temps, tout ça, tu vois, il y a un cercle vertueux où tout s'auto-alimente. Tu le disais tout à l'heure que le sommeil, il se préparait tout au long de la journée. J'ai déjà parlé de quelques routines comme ça que j'utilise. Et à la base, il y en a que j'ai pas fait du tout pour le sommeil, mais qui ont eu un impact pour le sommeil. Et inversement, le fait d'avoir un bon sommeil me permet aussi d'avoir l'énergie de faire beaucoup plus de choses dans mes journées qu'avant. Donc c'est ça d'ailleurs qui est assez paradoxal, parce que dans un premier temps, tu as l'impression de perdre du temps en faisant certaines choses. Et en fait, ces choses-là te permettent de mieux dormir, donc de passer moins de temps, ou en tout cas plus de temps utile dans ton lit. Parce qu'avant, tu vois, les 2 heures ou 3 heures où je fais des insomnies, etc., c'était entre guillemets du temps perdu, tu vois. Et donc d'avoir plus de temps pour maintenir justement ces routines. Donc c'est assez marrant de constater. Donc ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, et en même temps, je m'étais acheté par exemple une bague Oura qui m'a permis quand même d'avoir des feedbacks concrets des habitudes que je mettais en place. Donc j'avais quand même une conscience et une volonté d'améliorer mon sommeil parmi d'autres routines. Et tu vois là, ce que je te partageais sur la récréation de mon cerveau, c'est quelque chose dont je me suis aperçu par hasard, où je me suis aperçu que les jours où je suroptimisais mes journées, même en ayant des routines pour mon sommeil, etc., c'était généralement des jours où je me sentais fatigué quand j'allais me coucher, mais que j'arrivais pas à dormir. Donc ça, c'est plutôt de façon empirique dont je m'en suis aperçu. Et d'un autre côté, avec la Bagoura, je me suis aperçu de choses, par exemple que le fait de boire 1 ou 2 verres de vin rouge le soir, bah, ça avait tendance à diminuer ma quantité de sommeil profond, même si moi j'avais l'impression de sentir aucun impact physique, mental direct de cette consommation, tu vois. Donc mon sommeil était d'un petit peu moins bonne qualité. Ou le fait de voir la lumière du soleil le matin, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact drastique sur ma vigilance le matin
et la qualité de mon sommeil le soir. Un autre exemple, c'est cette fameuse couverture lestée que j'ai implémentée relativement récemment dans mes routines. Donc ça doit faire peut-être 4 mois, 4-5 mois que j'utilise. J'ai vu un impact direct et mesurable sur la variabilité de ma fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est une métrique qui permet de qualifier le niveau de forme, de récupération. Et pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport, c'est vraiment un point central parce que c'est ça qui détermine déjà la limite entre l'entraînement et le surentraînement, et donc qui permet d'être certain que les entraînements vont être correctement intégrés et efficaces et ne vont pas créer une surcharge de stress ingérable pour le corps. Et voilà. Et donc la couverture lestée, de façon tout à fait mesurable et surprenante, parce que je l'aurais jamais imaginé à la base, a augmenté la variabilité de ma fréquence cardiaque. Probablement parce que justement, j'arrive à avoir des phases de sommeil plus profondes. Et donc, mon explication, elle est personnelle, hein, elle n'est pas du tout basée sur des études, c'est juste mon ressenti. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a un côté un petit peu rassurant, cocooning. Tu vois, l'été, par exemple, souvent, j'ai pas de climatisation, donc j'enlevais les draps, je dormais tout nu, etc. Et je me sentais mieux comme ça parce que j'avais pas le choix. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je suis très sensible à la température, et le fait de dormir dans une chambre fraîche, c'est un élément fondamental pour mon sommeil. Et donc, j'ai même voulu et failli acheter le surmatelas 8 Sleep. Donc, c'est une espèce de surmatelas climatisé avec donc de l'eau qui circule dedans et qui peut climatiser ton lit en été, et notamment obtenir 1 degré, ce fameux degré de diminution de la température corporelle qui induit l'endormissement. Et moi, s'il fait trop chaud, c'est vraiment, même si je suis crevé, etc., que j'ai tout bien fait, l'été, s'il fait trop chaud, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur à gérer pour moi et qui impacte vraiment drastiquement mon sommeil. Donc j'ai vraiment, et donc ça coûte 2000 ou 2500 euros, donc ça paraît cher, mais c'est un investissement que j'aurais été 100 fois prêt à faire au regard de l'impact que ça a sur mon sommeil. Pourquoi tu l'as pas fait, du coup? Pourquoi je l'ai pas fait? La parenthèse. Parce que j'ai déménagé en Haute-Savoie. Et que ici, la température la nuit est quand même plus fraîche. En ouvrant les Velux, ça me fait un bon courant d'air. Et donc, à part 3-4 nuits cet été qui ont vraiment été chaudes, les autres ont été bien. Et en plus, j'habite juste au-dessus du lac. D'ailleurs, je l'ai pas dit, le matin, dans mes routines du matin, je vais aussi me baigner dans le lac, y compris en hiver. Donc, ça me fait mon exposition au froid que j'adore et qui a été mon point d'entrée dans cette exploration de mon potentiel. Ça a été la lecture du livre Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort de Scott Carney, qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, à la méthode Wim Hof. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai exploré mon chemin et tout a découlé un petit peu de ça, mais ça a vraiment été ça le point de départ. Et donc en été, j'avais toujours la possibilité de descendre juste en bas de chez moi, de me baigner. L'eau était pas franchement froide, et heureusement, parce que sinon ça fait un rebond thermique en réalité qui réchauffe ton corps de façon réactionnelle, plutôt que de diminuer ta température corporelle. Mais il était aux alentours de 20 degrés, donc quand même suffisamment frais pour réduire un petit peu cette température. Et avec les Velux ouverts, etc., j'arrivais à bien dormir, sauf, je te dis, 3-4 nuits. Donc voilà, mais à voir comment évoluent les températures les années suivantes. Si l'été prochain, je m'aperçois que plusieurs nuits de suite, je suis impacté par cette chaleur, je pense que je finirai par l'acheter. Et donc je reviens à cette couverture lestée. En hiver, j'adore à l'inverse pouvoir mettre une couverture sur moi et avoir ce côté cocooning, tu vois, ce côté se sentir vraiment enfermé dans quelque chose. Et je trouve que je suis pas quelqu'un d'anxieux ou de stressé, mais pour autant ça réduit d'une certaine façon un stress que je ressens pas. Même si je veux dire, j'ai pas conscience de ce stress-là, je me sens mieux et plus en sécurité quand j'ai ce côté cocooning. Et donc la couverture lestée, en ayant ce poids, donne vraiment cette sensation d'être entouré, d'être protégé, d'être dans un écrin où tu te sens bien et où tu te sens protégé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je vais faire une petite parenthèse, David, juste par rapport à la couverture lestée là que tu évoques. Moi, ce que je constate, c'est que c'est vraiment qui tout double chez les gens. Tout comme ça l'a été pour moi.
puisque du coup moi en fait j'en ai pas. J'ai essayé mais ça ne me convient pas. Alors que du coup pour mon conjoint, pour Jérémy, c'est ultra important. Il adore dormir avec sa couverture lestée. Donc on a chacun notre notre couverture. Et c'est pour ça que je dis souvent, faut tester, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu, d'après ce que je constate et d'après les retours qu'on me fait. C'est soit vraiment on n'aime pas avoir ce poids, ça correspond pas à notre stratégie de sommeil, dont je parle régulièrement et notamment dans ma formation, la fameuse stratégie de sommeil au moment du coucher, donc pas le rituel, mais vraiment ce qui se passe au moment où on ferme la lumière et où on se couche. Et puis pour d'autres personnes, ça va être absolument magique. Et là, du coup, c'est ton expérience qui illustre bien ça. Mais ça vaut le coup de tester. Et d'ailleurs, les revendeurs de couverture lestée le savent bien. Et c'est pour ça qu'il y a toujours 3 ou 4 semaines de test et après possibilité de le renvoyer. Donc du coup j'en profite là vu que tu développes ça pour dire ne passez pas à côté de ça, ça peut vraiment changer déjà la qualité du sommeil comme tu l'évoquais et puis ce moment du coucher dans un petit cocon si ça vous convient. Ouais, t'as le moment du coucher et je pense qu'il y a eu un autre impact pour moi aussi, c'est vraiment pendant le sommeil où j'ai la sensation que, c'est encore une fois, c'est ma propre analyse, hein, je le précise, que par le poids de la couverture, ça encourage mon corps à être beaucoup plus statique, à moins bouger, tu vois, à moins se retourner, moins tourner, etc. Et je pense que c'est ça qui est lié au fait que j'arrive à atteindre des temps de sommeil profond plus élevés. Oui, et d'ailleurs, tu as beaucoup parlé d'hyperactivité à quelques reprises là, et la majeure partie des études qui ont été faites sur les couvertures lestées, c'était principalement sur les enfants qui étaient hyperactifs et qui justement avaient du mal à trouver à se reposer et à être pleinement reposés le lendemain, de par, je pense, justement un mouvement du corps trop important, donc ça recoupe exactement ce que tu dis. Et ils ont prouvé que quand ces enfants utilisaient les couvertures lestées, alors bien sûr c'est adapté en termes de poids et tout ça, je précise, hein, on n'a pas les mêmes couvertures lestées pour les enfants que pour les adultes, eh bien les enfants étaient plus calmes, étaient plus concentrés, mémorisaient mieux. En fait, il y avait vraiment un lien très fort entre leur corps qui du coup avait été plus contenu et puis les fonctions mentales, cognitives, etc. Et moi, ça me fait vraiment penser du coup aux bébés, en fait, aux bébés dans le ventre de leur mère qui sont très contenus. Et quand ils arrivent au monde, eh bien, pour les apaiser, pour les calmer, la meilleure façon, c'est justement de reproduire ce contenant, en fait. Quand on les a contre nous, quand ils sentent la chaleur, quand ils se sentent contenus, et c'est pour ça que souvent on les linge, quand ils sont vraiment tout petits, et ça les apaise beaucoup. Et j'ai la sensation qu'on retrouve un peu ça, justement, dans les stratégies de sommeil et dans la nuit, ce côté très contenant. T'as raison. T'as raison. Et d'ailleurs, moi, avec Lucie, ma fille, on a testé ces couvertures d'emmaillotage qui les bloquent vraiment avec les bras aussi. Et ça a eu un impact hyper important sur son sommeil. Elle a tout de suite fait très 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 bien ses nuits. Et vraiment, cette espèce de petit wrap là, c'était hyper puissant. C'est vrai. David, il y a un élément que j'aimerais bien aborder avec toi par rapport à ton parcours et ton expérience vis-à-vis du sommeil. C'est le fait de se sentir aligné dans ce qu'on fait, dans notre journée, qui vient apaiser notre mental la nuit. C'est un élément que j'ai déjà développé sur 1 ou 2 podcasts et que je détaille encore plus dans ma formation. Cet alignement qui fait que notre cerveau est apaisé. On n'a pas notre cortex singulaire antérieur qui s'allume et qui crie au scandale et du coup qui nous maintient dans un espèce de stress chronique qui fait que le soir et puis éventuellement la nuit, si on se réveille pour aller aux toilettes ou autre, eh bien on va pas être en alarme en fait et on va pouvoir se reposer. Donc cet alignement je suis en adéquation entre ce que je souhaite, ce que je pense et ce que je fais et l'image que je renvoie aux autres. Parce que finalement, cette notion d'avoir un peu comme une sorte de schizophrénie, une multiple personnalité, de je pense un truc mais je dis autre chose, ou je voudrais faire ça mais je fais complètement l'inverse, puis je voudrais pas qu'on me pense comme ci, puis je voudrais qu'on me pense comme ça, et puis finalement c'est très insécurisant pour le cerveau, et lui il est sans cesse en train de trouver 1001 solutions et puis de pas s'en mêler dans ce qu'il souhaite montrer. Et ça, c'est un stress constant
Là, ça paraît un petit peu théorique peut-être dans ce que j'exprime, mais tu vas me dire si ça résonne en toi, parce que moi, par expérience et avec mes clients aussi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on venait faire un avec nous-mêmes, vraiment s'aligner dans notre vie, il y avait vraiment quelque chose qui lâchait profondément. Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est intéressant. C'est intéressant. En fait, je dirais que je pense que j'ai souvent été drivé par le fait de faire. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, je veux atteindre ceci, je veux faire cela, il faut faire, j'ai ma liste de tâches, je fais ma liste de tâches, je dois avoir une conversation avec quelqu'un, une négociation avec un client, avec un collaborateur, j'ai cette conversation. Donc vraiment dans le je mets pas de conscience dans ce que je fais. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me draine de l'énergie ou est-ce que ça m'en donne? Est-ce que c'est aligné avec moi-même ou pas? Non, je me posais pas ces questions-là. J'étais juste dans le fait de faire. En mode automatique, quoi. En mode automatique. Et puis, je pense que c'est à la fois une force et une faiblesse parce que la force, c'est que du coup, je suis très discipliné. Quand je décide quelque chose, je le fais. Tu vois, si je décide d'aller m'entraîner, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'irai m'entraîner. Donc, il y a ce côté un petit peu rouleau compresseur qui est quand même pratique, mais d'un autre côté, qui me déconnecte complètement de ce que me dit mon cœur. Et ça a vraiment été l'un des plus gros changements de paradigme dans mon évolution et surtout via Limitless Project et toutes les expériences que j'ai pu vivre, telles que l'ayahuasca, le yoga Tumo, etc. Ça a vraiment été de me reconnecter à cette intelligence du cœur. Peut-être aussi que, tu vois, pour aller vers cette intelligence du cœur, il fallait d'abord que je fixe correctement mes besoins physiologiques, tu vois, la base de ma pyramide, que je fasse attention à mon alimentation, à mon sommeil, à mon activité physique. Tu vois, tout ça, mis bout à bout, en réalité, ça me permettait de passer du mode survie au mode « Ok, je me sens bien sur ma base, maintenant je peux construire » et donc petit à petit me sentir, entre guillemets, moins stressé. Stressé, c'est pas le mot, parce que je me suis jamais vraiment senti stressé, mais moins... avoir moins l'impression que j'ai le feu au cul et qu'il faut absolument que j'avance super vite parce que je vais mourir demain, tu vois. Et donc cette connexion au cœur m'a permis de m'apercevoir que une partie de mon travail n'était pas du tout alignée avec moi, que d'une part, que je faisais certaines tâches pour lesquelles j'étais pas le meilleur, donc en dehors de mes zones de génie, de mes zones d'excellence, que ces tâches-là me coûtaient de l'énergie, en plus du fait que j'étais pas forcément le meilleur pour les exécuter. Et que il y avait beaucoup de choses que je faisais en fait qui créaient de la résistance, de la tension, des gens avec qui je travaillais et que je collaborais qui me drainaient d'énergie plutôt que de m'en donner. Et ce que je pensais être une fatalité, en réalité petit à petit est apparu à mes yeux comme un choix. Et j'ai refusé de continuer dans cette voie parce que je pense que notre vision du travail est faussée. De par les injonctions sociales, de par le crédit de notre maison, donc de par des contingences matérielles qui sont réelles, et de l'autre côté un besoin de réussir pour montrer aux autres et avoir la sensation d'avoir le droit d'être aimé parce que on a réussi. Bon, après c'est peut-être juste moi mes peurs, mais en tout cas il y avait une partie de moi qui disait que si je réussissais pas selon les codes de la société, eh bien j'aurais pas le droit d'être aimé. Eh ben t'oblige à faire entre guillemets un travail pour maximiser tes ressources, alors que je me suis aperçu qu'en réalité, ça pouvait n'être que du kiff. Et donc, j'ai essayé petit à petit, déjà de me poser des questions sur dans quoi est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire. Donc, pour élaguer toutes les tâches dans lesquelles je suis pas le meilleur et qui me drainent de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, dans quoi est-ce que je me sens vraiment aligné? Et qu'est-ce qui me donne l'impression de contribuer positivement au monde, d'avoir un rôle à jouer dans la société, tu vois, et que mon travail est utile indépendamment de l'argent qu'il génère. Et en faisant ça, ça redéfinit complètement cette tension dont j'avais pas forcément conscience, mais en fait qui me tenait tout au long de la journée, tu vois. Et donc je me sens aujourd'hui beaucoup plus apaisé parce que, tu vois, avant, sinon, tu es toujours en train de te demander, enfin pas toujours, mais tu te demandes souvent, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ceci, est-ce que cela, machin? En réalité, si tu écoutes ton cœur, tu prends toujours la bonne décision. Lui, il sait où il veut t'emmener. Peut-être que tu vas... Comment? Oui, et on sort du coup des il faut que, je dois que, toutes les injonctions qu'on a, en fait. C'est juste, je veux, j'ai envie, j'aimerais.
Exactement. Et tu vois, j'ai eu des discussions compliquées là récemment justement avec le fait que je voulais m'extraire un petit peu du rôle opérationnel de ma boîte dans lequel je trouvais de moins en moins de sens. Et donc, il fallait que j'en parle à mes investisseurs, à mes collaborateurs, à mes associés. Et ça me faisait vraiment peur au début parce que justement, j'étais en train de me demander comment est-ce qu'ils vont le percevoir, comment est-ce qu'ils vont le vivre, quel impact est-ce que ça allait avoir, etc. Tu vois, vraiment une réflexion très cartésienne, très pragmatique de la situation et de ses conséquences potentielles. Et le cerveau adore faire ça, surtout le mien. Mais en réalité, si tu t'intéresses juste à ton cœur, quand je fais Limitless Project, par exemple, je me sens bien, je me sens heureux, ça me donne plein d'énergie, je collabore avec des gens que je trouve hyper inspirants, et puis j'ai l'impression d'apporter du sens et d'utilité aux gens. J'ai vraiment l'impression d'être pleinement à ma place. Ben voilà, quand tu écoutes juste ton cœur, tu dis, ok, peut-être que la conversation avec mes investisseurs, elle sera difficile, mais en réalité, je sais que j'avance dans la bonne direction. Et tu vois, tous les matins, quand je sors de ma petite baignade dans le lac, je regarde le lac et puis je pose ma main comme ça sur mon cœur. Et c'est pas quelque chose de chamanique ou de mystique, mais simplement, je me dis, ok, aujourd'hui, je vais continuer à avancer et à essayer d'être à ma place et à garder cet alignement. Et ça a un impact sur le sommeil, mais ça a aussi un impact sur la satisfaction de la vie, sur à peu près tout ce qu'on peut dire. Tu vois, il y a pas longtemps, je parlais à ma maman de difficultés justement que j'avais vis-à-vis de ma boîte, et puis elle me demandait comment je vivais, puis je lui disais super bien, parce que j'ai l'impression d'être à ma place, d'être aligné. Je suis content de l'endroit où je vis, je suis content de la famille que j'ai construite, je suis content des valeurs qu'on partage ensemble, des projets qu'on a. Et j'ai l'impression que mon travail avance dans la direction qui à la fois m'épanouit et en même temps participe à rendre le monde meilleur. Et je peux pas rêver mieux, tu vois. Et tu vois, je refais une parenthèse. Je sais, j'en fais beaucoup et je pars dans plein de digressions, mais je te racontais ma journée tout à l'heure et puis je me suis arrêté à la moitié de la journée. Et il y a d'autres choses que je fais l'après-midi. Bah déjà le midi, après le repas du midi, j'aime bien me faire 10-15 minutes de yoga nidra. Justement J'allais pour te avoir demander justement si tu faisais la sieste. C'était une de mes questions. Justement, tu vois, la sieste, j'ai du mal parce que mon cerveau utilise ce temps-là pour penser à plein de choses. Tandis que le yoga nidra, en faisant le balayage corporel, etc., ça me permet de déconnecter. Et donc, ça dure 10-15 minutes. Et tu vois, c'est 10-15 minutes bien investies parce que ça me fait un reset. Et je te disais que j'étais plutôt sur une énergie descendante l'après-midi. Malgré tout, avec le yoga nidra et puis cette organisation-là, et je mange pas beaucoup de glucides le midi pour éviter d'avoir une hyper et une hypoglycémie réactionnelle, je me sens productif l'après-midi, mais sur d'autres types de tâches. Traitement de mes mails, call avec des partenaires, etc. Et puis exploration, c'est-à-dire lecture, formation, etc. Et c'est un moment pour apprendre qui va très très bien pour moi. Et en fin de journée, je m'entraîne, je fais du sport tous les jours, 6 jours sur 7. Et tu vois, ce moment où je fais du sport, il est vraiment fondamental. Et dans l'optimisation de mes routines par rapport à mon sommeil, le fait de me mettre à faire du sport tous les jours a été. Et quand je dis sport, ça peut, si par exemple je suis, tu sais, tu me disais que t'as peut-être des gens qui t'écoutent qui manquent d'énergie, etc. Ça peut être aller marcher, hein. Pour moi, je parle de mouvement. Je devrais parler de mouvement. Eh bien, ça me permet de décharger, entre guillemets, tout le stress et la tension que j'avais accumulée dans la journée. Et donc, le sport, et c'est pour ça que j'ai commencé à en faire tous les jours. Au début, c'était que quelques fois par semaine. Et à la fin, j'en suis venu à en faire tous les jours. Parce que les jours où j'en faisais pas, j'avais du mal à dormir. Et en fait, tu vois, c'est vraiment le signe que toute la journée, j'ai accumulé cette tension dont j'avais pas conscience. Et il fallait que je la décharge. Vraiment, tu vois, parce que le stress, en réalité, même s'il n'est pas conscient, il sécrète des catécholamines, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol dans le corps pour nous mettre en état d'alerte et potentiellement pour fuir face au danger, même si le danger, il est seulement dans notre tête. Eh ben, oui, le corps ne fait pas la différence de toute façon. Non, c'est ça. Et tout ça, tu vois, toutes ces hormones qui sont là pour te mettre en action, si elles sont pas déchargées, elles restent et elles gardent cet état de vigilance. Et moi, le sport me permettait vraiment de décharger tout ça. Et même si je continue aujourd'hui à faire du sport tous les jours, principalement parce que j'adore ça et puis parce que ça me permet de préparer certains objectifs et challenges que je me suis fixés d'exploration de mes limites physiques et mentales, c'est moins nécessaire. C'est moins nécessaire justement parce que par cet alignement, j'ai trouvé une forme d'apaisement. Et ouais, c'est vraiment agréable. C'est difficile de vraiment mettre des mots là-dessus, mais laisser le cœur diriger ma vie plutôt que mon cerveau a vraiment été un game changer dans
dans mon bonheur, mais hyper puissant, quoi. Et je dis pas que j'utilise plus du tout mon cerveau, mais maintenant mon cerveau est au service des décisions de mon cœur et plus l'inverse. C'est super puissant ce que tu dis, David. J'ai même envie de te dire, on pourrait presque conclure là-dessus parce que finalement, on a partagé énormément de choses et ton expérience, elle était, enfin, je ne doutais absolument pas que tout ton parcours et ton témoignage seraient très très riches, mais là, tu es venu mettre des mots sur énormément de choses et puis finalement, on a balayé beaucoup de points qui sont essentiels pour le sommeil. Je te propose qu'on conclue là-dessus, sur le cœur. Sauf si toi tu voulais rajouter quelque chose, David, pour que tu aurais souhaité partager pour terminer. Non, je trouve que c'est bien de conclure sur le cœur. Si tu veux, je peux te donner deux, trois trucs que je fais le soir, justement avant de dormir, qui sont de voir le soleil se coucher et on en revient au cœur parce que je vais le voir avec ma fille et c'est un moment vraiment de partage. Elle me donne la main, on va ensemble au petit port qui est à côté de chez nous, on regarde le soleil se coucher et outre, tu vois, toujours cette connexion au noyau suprachiasmatique et puis au fait de bien régler nos horloges, c'est un moment de bonheur, de partage qui permet aussi de rentrer un petit peu dans cette énergie descendante. Et plus j'avance et que je me rapproche de l'heure de coucher, plus je réduis l'intensité des stimulations intellectuelles que j'ai. Et ça va jusqu'au point que ma femme le sait très bien et que après 21h, je me couche à 22, après 21h, elle n'a pas le droit de me parler d'idées, de problèmes, de choses à faire, etc. Elle le sait et parfois elle commence, elle me dit « Ah tiens, tu sais, j'ai eu cette idée. » Stop. On en parle demain. Ou Ah, ça serait bien d'organiser. Non. On en parle demain. Il faut vraiment, et ça c'est vraiment, j'ai besoin de ce déload pour rentrer sur des énergies plus calmes liées au sommeil. Et puis la nuit, j'ai vraiment besoin d'être dans une grotte. Alors, bull case, masque de sommeil si je peux pas faire le noir absolu, dilatateur nasal que je mets dans mes narines pour éviter toute congestion du nez et garder une bonne respiration nasale pendant ma nuit. D'ailleurs, j'ai reprogrammé ça en me scotchant pendant plusieurs semaines la bouche pour m'empêcher de respirer par la bouche. Le fameux long stepping. Ah ouais, et ça, tu vois, je l'ai mesuré avec Oura, ça a eu un impact aussi hyper important là-dessus. Et puis voilà, et donc je m'endors et donc je pense que le fait de terminer sur s'endormir pour clôturer un podcast qui parle de l'insomnie, c'est plutôt pas mal. Mais oui, carrément. Et pour autant, je suis désolée, je vais quand même rebondir sur un truc, David. Il faudra refaire une phrase en terminant sur bien dormir. Mais je peux pas m'empêcher de rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble tellement important. Tu as dit du coup que le soir, là, tu avais vraiment besoin que ça vienne décrescendo en termes de stimulation. Et j'ai souvenir il y a quelques mois en arrière, je coachais un couple où justement, Monsieur me disait que c'était très compliqué pour lui le soir et qu'en fait il y avait tout le temps des conflits parce qu'ils étaient dans deux énergies très différentes. Où il y en avait un qui était exactement, donc lui il était exactement comme toi, avec un besoin de décrescendo au niveau des stimulations. Et puis sa compagne qui était elle dans un besoin très créatif en fait et d'interaction. Et en fait, la solution qu'on a trouvée, c'était de pouvoir trouver un autre moment en journée où tout le monde, où les deux pouvaient se retrouver dans une phase propice. Et puis, au moment du coucher ou le lendemain matin, parce que chacun était du coup dans deux phases différentes, on venait écrire en fait, on venait poser des choses. Et ensuite, à un autre moment dans la journée, on venait partager. Et pourquoi ça me paraissait essentiel de rebondir là-dessus? Parce que ça rejoint tout ce que tu disais au niveau des habitudes, des routines et de se respecter dans son timing, et ça revient aussi à se respecter donc dans son alignement, à se respecter tout court. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout quand on vit en couple, le sommeil peut être vraiment un point super compliqué, super crucial, le fait de dormir ensemble ou de se coucher ensemble, de se réveiller ensemble, et le fait de venir se respecter. Et si chacun se respecte, ça veut dire que chacun doit aussi faire un pas vers l'autre, trouver une solution intermédiaire, et puis de respecter le moment possible d'interaction avec son conjoint, avec son partenaire. Et ça, je trouve que c'est assez fondamental. Et quand c'est pas respecté, il y en a toujours un qui empathie. Et du coup, là, en l'occurrence, il y avait ce monsieur qui empathissait beaucoup parce que du coup, il était dans une frustration et dans une colère le soir au coucher.
Et du coup, il peinait à s'endormir alors que, en fait, il aurait pu beaucoup plus tôt. Et puis, sa compagne était aussi dans une frustration qui, du coup, n'était pas constructive. Donc, merci d'avoir parlé de ça, parce que je trouve que c'est un point essentiel. Et ça revient finalement un petit peu à ce fil conducteur qu'on a eu aujourd'hui ensemble, au fait de se respecter et de s'autoriser à être soi-même. Et puis, on peut être différent de son conjoint, on peut être différent de son voisin, de ses parents, de sa famille, etc. Et quand on se connaît, on peut se respecter. Mais pour le coup, faut aussi apprendre à se connaître et d'être connecté à soi. C'est ça, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le sens où c'est une exploration, mais qu'une exploration, une fois que tu testes un outil, il nécessite aussi l'analyse de l'impact que ça a eu, et puis des choix qui en découlent. Et donc ça veut dire prendre du temps avec soi-même pour réfléchir à la façon dont on vit notre vie, à la tension qu'on peut ressentir, à l'endroit vers lequel on a envie d'aller. Voilà, tu vois, de faire des bilans réguliers de notre semaine, de notre mois, de notre année. Je pense que c'est des choses vraiment fondamentales. Et à l'échelle du couple aussi. Et donc, avec Constance, on fait ces rendez-vous de couple qui sont des temps de parole dédiés, ouverts, où on échange sur notre satisfaction de vivre ensemble, mais aussi sur nos projets communs, sur les points de tension ou les problématiques que l'un ou l'autre peut ressentir. Et je pense que c'est un bon moment justement pour échanger sur ce genre de choses. Et pour mieux apprendre à mieux se connaître, à mieux vivre ensemble. Parce que comme tu l'as dit et tu l'as cité à plusieurs moments, notamment vis-à-vis de la couverture lestée, de la température la nuit. Tu vois, ma femme, elle aime bien avoir chaud la nuit, elle est beaucoup plus frileuse que moi, et donc on va pas avoir forcément les mêmes besoins en termes de chaleur, etc. Ou là, vis-à-vis de ce décrescendo, où moi c'est quelque chose de fondamental. Tu vois, la dernière demi-heure, je lis toujours, j'ai toujours une demi-heure de lecture d'un livre, d'un roman, un livre fictif, parce que j'ai besoin de cette demi-heure-là pour préparer mon sommeil. Surtout si j'ai lu des trucs intellectuels avant. Et je sais que le soir, par exemple, je peux pas travailler si je travaille après 20 heures. Voilà, ça me stimule trop. C'est vraiment trop énergisant, trop excitant pour mon cerveau. Et donc ma femme, elle le sait bien, mais parce que on a beaucoup échangé aussi là-dessus, et donc elle le respecte. Et ouais, c'est vraiment hyper important, hyper important. Et elle a pas forcément ce besoin, un peu comme ton couple. Elle a pas un besoin aussi fort que moi de réduire petit à petit les stimulations au fur et à mesure de sa soirée. Pour justement bien dormir. Pour terminer sur ce joli mot, de bien dormir, bien se reposer. David, merci infiniment. C'était super partage. Merci pour tout ce que tu apportes là à mes auditrices, auditeurs. Où est-ce qu'on te retrouve? Parce que je vais mettre tous les liens dans la description du podcast, mais là, pour les gens qui sont peut-être en train de t'écouter en voiture, en faisant autre chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on peut profiter d'encore plus de partage d'expérience? Limitless Project, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur le site limitless-project.com ou sur LinkedIn, David Nicolas sur LinkedIn. Super, merci beaucoup. Bonne continuation à toi, David, et puis je te dis à une prochaine fois. Merci Aurélie, à très vite. Bye. À très vite.